Lara de Kainin. Aujourd'hui, on va avoir l'opportunité de passer une entrevue avec Reda, un ancien joueur de l'Impact. Venez, on va aller voir ce qu'il a à dire. Salut, ça va? Très bien, et toi? Très bien, très bien. Fait que là, parle-nous un petit peu de ton expérience chez les Impacts. Tu jouais au foot avec eux, c'est ça? Exactement. C'était une belle expérience. C'est sûr que je suis né au Maroc, donc au Maroc, le sport national, c'est le soccer. Et depuis que j'ai l'âge de 4 ans, que ça a été un rêve pour moi d'accomplir ce rêve-là. Et année après année, j'ai graduellement travaillé pour m'améliorer, progresser, jusqu'à en 2009 où j'ai pu avoir mon opportunité, ma chance avec l'Impact de Montréal. Ah, c'est cool. Puis tu as joué combien de temps avec eux? J'ai joué 4 ans avec eux. Ensuite, je suis allé jouer au Maroc pendant 1 an avec les Phares de Rabat. Ça a été aussi une belle expérience. J'ai aussi eu la chance de jouer avec l'équipe nationale canadienne. Wow! Puis c'est quel que tu as plus préféré, genre comme ambiance et tout? C'est sûr que toutes les expériences sont intéressantes. À Montréal, c'était spécial parce que c'est l'équipe de ma ville, parce que j'ai grandi ici. Ouais. J'avais ma famille, mes amis qui venaient à tous les matchs. Au Maroc, c'était ma ville, la ville où je suis né aussi. Ouais. L'ambiance était vraiment à un autre niveau parce que dans le stade, il y avait une moyenne de 55 000 personnes. Ouais. L'équipe canadienne, c'est une autre expérience où tu représentes un pays. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2009, on avait les Jeux de la francophonie. C'est un tournoi qui réunit tous les pays francophones. C'était au Liban. Et pour la 4e place, on a joué contre le Maroc. Donc j'ai joué avec le Canada, mais contre le Maroc. Wow. Et c'était drôle parce qu'au début, il y avait l'hymne national du Maroc et j'avais ma main sur mon cœur. Ouais. Et après, pour l'hymne national du Canada aussi, j'avais ma main sur mon cœur et c'était un moment assez spécial. La pression que tu ressens le plus, c'est de où? Est-ce que c'est de tes coachs ou est-ce que c'est sur toi-même ou de la société? C'est vraiment de partout. La pression, elle vient des coéquipiers, de ton entraîneur, du directeur sportif, du président, des supporters et de toi-même aussi. Donc c'est une pression qui est constante. Avant, quand j'étais amateur, c'est sûr que c'était juste le plaisir. Ouais. Mais une fois que tu joues dans le monde professionnel, il y a des résultats qui sont demandés. Tu as des supporters qui veulent gagner des matchs. Tu as un coach qui a son travail qui est en jeu. Donc c'est vraiment un autre niveau de pression. Au début, ça prend un temps d'adaptation pour s'habituer à ça. Mais après, ça devient juste la norme. Et donc oui, c'est une pression qui vient de partout. Est-ce qu'il y a une victoire mémorable pour toi, la plus mémorable? Une victoire? Ouais. Je dirais que ça a été le premier match que j'ai gagné avec l'Impact de Montréal. Donc ça a été mon premier match, ma première victoire en tant que joueur professionnel. Ouais. Ça a été spécial parce que j'ai marqué en plus. Tu sais, quand tu es amateur et tu fais le saut vers les professionnels, tu sais que tu as les capacités pour performer, mais une fois que tu marques un but, c'est une assurance que tu as le niveau pour rester, pour faire la différence. Donc ça, c'était une validation pour moi, comme quoi j'avais le niveau pour faire la différence et non seulement être à ce niveau-là, mais vraiment faire quelque chose. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu devrais vraiment te faire un podcast ou quelque chose comme ça pour pouvoir plus élaborer pour des personnes qui cherchent à avoir cette information-là. C'est drôle parce que oui, j'ai commencé un podcast récemment avec un ami à moi, Ali Gerba, avec qui j'ai joué à l'Impact de Montréal d'ailleurs. Et ça a été ça un peu le but du podcast, c'est de recevoir des athlètes ou des gens qui sont dans le monde du sport professionnel et avoir des conversations intéressantes avec eux. On peut parler comme tu as dit, de la pression, on peut parler du succès, de l'échec, des contrats au niveau business aussi. Et on l'a fait parce qu'on a eu pas mal de jeunes qui nous posaient des questions par rapport à ça. Et donc, une des meilleures manières de les informer et de leur donner la bonne information, on s'est dit pourquoi pas créer un podcast et parler de ça. Et on a eu vraiment beaucoup de messages de jeunes joueurs professionnels qui nous ont remerciés de créer ce contenu-là. Mais s'il y a des jeunes qui écoutent, ils peuvent aller regarder. Ça s'appelle Dans le vestiaire. OK. Dans le vestiaire, sur toutes les plateformes de podcast. OK. Alors, pour les personnes qui eux aussi ont quelque chose à dire à l'extérieur, puis eux aussi, ils veulent faire la même chose que toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'était quoi ton parcours? À partir du moment que tu t'es décidé que tu voulais commencer à faire des conférences, comment est-ce que tu as commencé à faire tout ça? C'est sûr que toute ma vie, je l'avais dédiée au soccer. Donc, tout ce que je connaissais, c'était m'entraîner, performer sur un terrain. Et les conférences, c'était nouveau pour moi. C'était un nouveau domaine. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit,
j'ai un message que je veux transmettre, comment je peux m'y prendre pour le transmettre. Et après, j'ai commencé à faire des recherches jusqu'à ce que je trouve un programme qui s'appelle Jouer gagnant. Et c'est un programme qui est fait pour permettre à des athlètes de partager leur expérience dans des écoles, pour commencer comme ça. Et donc, j'ai dit oui, j'ai accepté de faire partie du programme. Et là, on m'a trouvé des conférences pour que je puisse commencer. Si dans sa vie quotidienne, elle n'est pas dans le partage, elle n'est pas dans le partage d'informations, mais ça peut être ça comme première étape. Avoir l'habitude de juste partager une information que tu apprends. Et ensuite, une fois que tu commences à maîtriser comment partager l'information, là peut-être tu peux aller chercher des écoles autour de toi pour les appeler et leur demander « j'aimerais venir faire une conférence, est-ce que ce serait possible ?» Et au début, c'est sûr que ça va être gratuitement parce que tu n'as pas de réputation, tu n'as pas de crédibilité, ben, tu commences gratuitement. Puis après, éventuellement, si tu veux en faire un travail, ça peut être... ça doit être à toi de te perfectionner. Alors là, ce serait quoi ton projet dans le futur que tu aimerais ça avoir ou atteindre? Ben, continuer à faire des conférences, continuer à donner de l'espoir aux jeunes, continuer à leur donner du courage parce qu'ils en ont besoin. Et souvent, un des trucs que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent faire des choses, qui ont des rêves. Et ce qui arrive des fois, malheureusement, c'est que leurs parents ne savent pas nécessairement comment s'y prendre pour les pousser. Et je veux m'impliquer là-dedans pour permettre à ces jeunes-là de continuer à croire en eux, même si personne ne croit en eux. Et aussi, des fois, avoir des conversations avec les parents aussi, parce que avec la vie de tous les jours, ils ont un travail, ils ont leurs relations, ils ont beaucoup de choses à gérer. Puis des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps d'apprendre à comment bien pousser leur jeune et pas lui mettre la pression. Donc, depuis tantôt, tu parles beaucoup d'esprit d'équipe que tu as eu avec les personnes avec qui tu jouais. Donc, clairement, vous avez passé par beaucoup de moments, puis vous vous soutenez énormément, puis vous devez être là toujours l'un pour l'autre. En prenant ça en compte, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as joué contre le Maroc? C'était une des émotions les plus bizarres que j'ai vécues parce que je suis né au Maroc et je me rappelle en 98, tu sais, les Coupes d'Afrique où je supportais, où j'allais fêter quand l'équipe du Maroc gagnait. Puis en même temps, j'ai commencé à jouer pour l'équipe du Canada. Et en 2009, on a fait les Jeux de la francophonie et on devait jouer contre le Maroc pour la 3e place. Donc je me rappelle au début du match, il y avait les hymnes nationaux. Les deux pays, ils ont commencé par celle du Maroc. Et j'avais ma main sur le cœur parce que c'était l'hymne national du Maroc et c'était vraiment émotif comme moment parce que à chaque fois qu'il y a l'hymne national du Maroc, c'est sûr que c'est touchant. Et après, il y a l'hymne national du Canada parce que c'est le pays pour lequel je joue aussi. Donc là, pendant le match, ça a été le pire match que j'ai joué parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à me concentrer. Je pensais à des moments quand je célébrais les victoires du Maroc en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, et toutes ces situations-là. Et j'arrivais vraiment pas à me concentrer sur le terrain. Et finalement, le match fini, le Maroc gagne. Ils nous ont battus 3-1, je pense. Ils étaient en train de célébrer. Et quand ils allaient prendre la photo, le coach du Maroc m'a demandé de venir prendre une photo avec eux. Parce qu'il savait que j'étais marocain. Puis je les avais déjà côtoyés dans l'hôtel où on était. Donc je suis allé prendre la photo avec eux et ils ont commencé à célébrer le fait d'avoir gagné. Et moi aussi, j'ai commencé à célébrer sans me rendre compte qu'à 20 mètres, il y avait l'équipe du Canada qui était triste, mes coéquipiers. Et ils me regardaient en me disant « mais t'es avec nous, t'es avec eux ?» Mais après, j'ai parlé avec l'entraîneur, puis je lui ai expliqué que je peux pas me contrôler, c'est plus fort que moi. C'est mon pays aussi. Le Canada, c'est mon pays, mais le Maroc aussi, c'est mon pays. Donc, c'est une émotion vraiment particulière. Je ne saurais même pas comment l'expliquer. C'était fascinant comme moment. Fait que là, parle-nous un petit peu des équipes contre qui tu as joué. Ben, une des équipes qui ressort souvent, que les gens me posent beaucoup de questions, c'est l'équipe de l'AC Milan, qui à l'époque, c'était une des meilleures équipes au monde. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que depuis que j'ai peut-être l'âge de 13 ans, que mon joueur préféré, c'était Ronaldinho, le joueur brésilien. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je regarde des vidéos de lui sur YouTube tous les jours. Je regardais ses matchs, il m'inspirait, sa manière de jouer me fascinait. Et en 2010, j'ai pu jouer contre lui. Et ce qui est fou, c'est que de 13 ans jusqu'à ce moment-là, quand je rêvais de moi le soir, de moi en train de jouer dans un match, de jouer au foot, de devenir professionnel,
je m'imaginais toujours jouer contre lui ou avec lui. Uh-huh. Et c'est fou de penser ça. Jusqu'au jour où je me retrouve sur le terrain et je me rappelle, il était peut-être à 5 mètres, il marchait avant le match. Et j'étais en train de me demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est un rêve? J'arrivais pas à savoir, sincèrement, j'arrivais pas à savoir si c'était un rêve ou une réalité. Ouais. Parce que c'était mon jeu. Depuis que j'ai 13 ans, je regardais ce joueur-là à la télé. Et là, maintenant, je joue contre lui, je le tacle, il me dribble, je le dribble. Uh-huh. Et c'était une émotion vraiment particulière. Et la même chose m'est arrivée quand on a joué contre New York Red Bull, où il y avait Thierry Henry, qui était un de mes attaquants préférés aussi. J'arrive et c'est ça, on joue contre. Et l'anecdote avec Ronaldinho après le match, c'est que je sors du terrain, on marche pour rentrer dans le vestiaire et je fais 5 mètres et je sens quelqu'un venir avec son bras autour de moi. Je pensais que c'était un de mes coéquipiers et je regarde et c'était lui, c'était Ronaldinho. Et il me dit oh, t'as vraiment fait un bon match, parce qu'il parle français un peu. Il me dit t'as vraiment fait un bon match, continue à croire en toi et tout. Et on marche quelques mètres, on continue à se parler. Après, il me dit viens à notre vestiaire si tu veux. Je rentre dans leur vestiaire, on continue à parler. Et à un moment, je parle avec lui, et il y a Sidorf, il y a Pato qui viennent. Et je me dis, c'est quand même impressionnant comme moment. Ouais. Et finalement, on parle quelques minutes et il me dit, il demande à la personne qui s'occupe de l'équipement de me donner un tracksuit de l'AC Milan. Il me fait un autographe, il m'encourage, il me donne des mots d'encouragement et c'était vraiment une belle expérience. Et la même chose avec Thierry Henry, pareil. On joue le match, c'était vraiment spécial comme moment. À la fin, il vient dans notre vestiaire parce qu'il connaît un des joueurs avec nous, il le connaissait depuis longtemps. Donc il vient dans notre vestiaire et on continue. On parle, je lui pose pas mal de questions, on fait des blagues et c'était vraiment spécial comme moment de jouer contre des idoles de jeunesse. Et une des choses que j'ai appris avec ça, c'est la force de visualiser. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le fait de se visualiser dans des situations, dans des belles situations, peut vraiment créer quelque chose de positif parce que le cerveau ne fait pas la différence entre imaginer quelque chose et la réalité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que me visualiser dans des situations intéressantes, donc me visualiser contre mes joueurs préférés par exemple, mais mon cerveau ne faisait pas la différence si c'était possible ou si c'était pas possible, jusqu'à temps que ça arrive. Et le même phénomène m'est arrivé quand j'ai commencé à m'orienter un peu plus vers l'entrepreneuriat et vers le développement personnel. Et là où j'ai commencé à, dans ma vie, voir des personnes apparaître qui sont dans le domaine du développement personnel. J'ai eu la chance de collaborer avec une compagnie qui s'appelle Goalcast, qui font pas mal de vidéos sur le développement personnel. J'ai été consultant avec eux pendant un moment et j'ai eu à collaborer avec des personnes comme Tony Robbins, comme John Assaraf qui a écrit le livre sur la loi de l'attraction, comme Eric Thomas qui est un des meilleurs motivateurs dans le monde, Jordan Belfort qui a fait le film Le Loup de Wall Street, ça a été sur sa vie, Grant Cardone qui est un entrepreneur vraiment un grand entrepreneur au jour d'aujourd'hui, et j'ai pu collaborer avec ces personnes-là parce que j'ai arrêté de me visualiser dans le monde du sport et j'ai commencé à me visualiser dans le monde du développement personnel. Et d'un coup, ces personnes-là ont commencé à apparaître dans mon parcours et dans ma vie. Et c'est une des choses que j'invite beaucoup de gens à faire des recherches sur le fait d'attirer les bonnes choses, la loi de l'attraction, être positif. Quand on se parle à soi-même, de faire attention à comment on se parle. Est-ce qu'on se dit des bonnes choses ou des mauvaises choses? Est-ce que quand une situation difficile arrive, est-ce qu'on se dit « Ah, mais c'est normal parce que je ne suis pas bon » ou on se dit « Ok, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation-là pour avancer ?» Les choses les plus importantes qu'on peut faire, c'est de bien communiquer avec soi-même. Tu sais, souvent, on va reprocher aux autres de mal nous parler. Exemple, tu as quelqu'un qui va te dire quelque chose de négatif, tu vas lui dire « Ne parle pas comme ça ». Mais souvent, la personne qui nous influence le plus négativement, c'est nous-mêmes. Peut-être qu'on reproche à quelqu'un de mal nous parler, mais nous-mêmes, on se parle mal. Quand il y a des choses qui arrivent, on se dit « Ah, je ne serais pas capable peut-être. Peut-être que c'est trop gros pour moi. Peut-être que je n'ai pas les capacités qu'il faut. » Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de mal nous parler si nous-mêmes, on ne se parle pas bien. Tu sais, il y a même des mimes qui circulent, les réseaux sociaux qui disent est-ce que tu parlerais avec une autre personne de la même manière que tu te parles toi? Parce que des fois, on est pire avec nous-mêmes, right? Et c'est ça qui a le plus d'impact, parce que si toute la planète était contre toi, mais toi, tu étais positive avec toi-même et tu étais confiante, ben, tu vas avancer, tu vas gagner.
tu vas performer, tu vas avoir du succès. Ouais. Tu vas être heureuse, peu importe ce que tu veux chercher dans la vie. Mais si toute la planète te dit que tu vas être capable, tu es assez bonne, tu es parfaite, mais toi tu ne le penses pas, il n'y a rien qui va se passer parce que le plus important c'est ce que toi tu penses de toi-même. Yeah. Mais souvent on se concentre un peu plus sur ce que les autres pensent Ouais. et on oublie ce que nous on pense de nous-mêmes. Ouais. Et les gens tombent dans un cercle vicieux de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir être ce que les autres veulent qu'on soit.